Mention. Merci, Monsieur le Président. Puis je voudrais vous remercier, les trois témoins, puis même ceux qu'on a eus auparavant. Ils nous portent à réfléchir beaucoup par rapport aux propos que vous présentez, par rapport à la situation du Québec et par rapport, pour les anglophones, les allophones du Québec, par rapport aux francophones qui sont à l'extérieur du Canada, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de similitudes entre ce qui est vécu dans votre province par rapport à nous qui sommes minoritaires dans d'autres provinces au Canada. Puis il y a certaines questions que j'ai sur, par exemple, pour M. Boris, c'était lorsque vous avez parlé de gens qui ont quitté le Québec, puis vous avez parlé de perte d'anglophones et d'allophones qui ont quitté le Québec pour s'en aller dans d'autres provinces. Est-ce qu'il existe des données par rapport à la raison pour laquelle ces gens-là ont quitté? Parce que ce qui est important de savoir, c'est que dépendamment de la situation économique de notre pays, on sait qu'à certains moments, il y a beaucoup, beaucoup d'immigration parce qu'il y a des emplois qui sont disponibles dans d'autres provinces qui ne sont pas disponibles, par exemple, dans la province où on demeure. Et on s'aperçoit présentement qu'avec le taux de plein emploi qui est connu partout au Canada, et même de manque de main-d'œuvre, les gens vont avoir tendance à plutôt rester dans leur milieu parce qu'il y a du travail. Économiquement, ils sont capables de fonctionner. Fait que je voudrais savoir si vous avez de l'information peut-être plus concrète par rapport à ça. Est-ce que je peux dire quelque chose après toi, Jack, ou avant? Allez-y, M. Boris. Pour les grands chiffres que les économistes utilisent depuis longtemps, c'est l'écart entre l'opportunité d'emploi et la rémunération, qui est le meilleur prédicteur des transferts des populations interprovinciales. Je ne parle pas des immigrants internationaux. Je parle juste interprovincial. Donc, les personnes qui ont la citoyenneté canadienne, comme vous l'avez dit, on va aller dans la province qui va nous donner des meilleurs emplois et des meilleurs salaires. Ça, c'est le meilleur prédicteur pour les économistes. Quand on fait des études un petit peu plus qualitatives et on demande aux gens, mais là, on n'a pas énormément d'échantillons énormes. Moi, j'en avais fait une étude avec j'avais regardé les étudiants de l'Université McGill qui étaient nés au Québec, comparé aux étudiants qui étaient anglophones. Et quand on leur demandait, mais pourquoi vous voudriez aller en dehors du Québec? Bien, la première raison, c'était parce qu'on veut avoir un meilleur emploi à l'extérieur du Québec. Et aussi, il y avait la question, on a des personnes qu'on connaît, notre ami, notre famille qui est dans le reste du Canada quelque part. Puis là, je vais aller pour des raisons socio-affectives. Et quelques-uns, une certaine proportion, c'était statistiquement réaliste, disaient, bien, parce que je me sens moins confortable au Québec que quand en tant qu'anglophone né au Québec. Ça, c'était juste des anglophones qui étaient nés au Québec et dont les parents étaient nés au Québec. Il y en a qui disaient, on se sent moins à l'aise au Québec, alors on va dans une autre province. Mais c'est dans cet ordre-là de priorité qui sont partis. Chez les francophones qui désiraient partir du Québec, c'était surtout pour l'emploi et aussi des relations socio-affectives. Naturellement, il n'y avait pas de souci par rapport à la discrimination. Il était majoritaire au Québec. Donc, c'est un peu ces deux éléments-là, on pourrait dire, qui sont les plus importants. Un meilleur salaire, un meilleur emploi et se joindre à quelqu'un de socio-affectivement cher et important. Et pour certains, une question d'inconfort. Alors, c'est un peu ce qu'on peut dire sur les raisons que moi je connais. Bien, je vous remercie. C'est quand même c'est intéressant parce que ça peut se prêter aussi à d'autres personnes qui choisissent de quitter une province, par exemple anglophone, pour s'en aller dans une autre province anglophone. Ou Oui.
À un moment donné, ce n'est plus un facteur de langue, mais peut-être d'emplacement ou d'emploi ou de situation C'est économique. ça. La prochaine question, et je ne sais pas, il y a quelqu'un qui l'a mentionné, je n'ai pas nécessairement pris le nom d'un de vous trois chercheurs, mais qu'est-ce qui motive une personne qui à choisir le Québec comme premier lieu d'immigration? Puis, peu importe la langue, parce que vous avez parlé d'espagnol, vous avez parlé de gens qui ont parlé dans l'autre panel, le chemin Roxham et tout ça. Fait, qu'est-ce qui fait que les gens vont choisir le Québec comme premier port d'entrée, si on veut, et qui va... Puis, vous avez expliqué pourquoi les gens quittent, mais pourquoi ils choisiraient le Québec en premier et pas le reste du Canada? Je vais peut-être y aller. En fait, l'immigration, c'est une stratégie d'attraction aussi. Donc, le Québec est très présent sur le marché international de l'immigration par des mécanismes qui visent à recruter, à faire de la promotion, même avant même de faire du recrutement, on parle de promotion, les Journées du Québec à Paris, les Journées du Québec à Bogota, les Journées du Québec à Marrakech, à Rabat, en Asie, en Inde, je veux dire, le Canada le fait aussi. Donc, toute la mécanique, toute la machine promotionnelle et d'attraction, c'est très important pour attirer donc des immigrants. Là, je parle peut-être plus d'immigrants économiques. Les universités font la même chose. Et en même temps, tout ça, ça s'est aussi complexifié aussi avec le rôle des employeurs au Canada, au Québec. On voit beaucoup maintenant les employeurs être beaucoup plus présents à la table, qui vont demander, réclamer, exiger qu'on augmente les seuils, qu'on augmente, qui vont parler le patronat. Donc tout ça, ça joue ensemble. C'est une mécanique importante qu'il faut comprendre. Mais je dirais que il y a ça. Puis de l'autre côté, oui, vous parlez de Roxham, vous parlez de moi. Actuellement, je fais une recherche au chemin Roxham. J'accompagne un collectif de citoyens anglophones à Hemmingford, en Montérégie, des femmes qui traversent la frontière pour aider des migrants à passer ce passage irrégulier, mais en même temps, c'est un geste de solidarité. C'est une autre catégorie. On ne les veut pas nécessairement, on aimerait ne pas les voir, on aimerait les rendre invisibles, mais euh, sur le terrain, il se passe tellement de choses, hein. C'est un peu mon message. Moi, je suis moins dans les chiffres, je suis moins dans les grandes tendances. Moi, je suis vraiment sur l'expérience sur le terrain. Et que ce soit en immigration francophone ou ce qui se passe aussi au Québec avec la réalité anglophone, il y a des acteurs qui font beaucoup de travail aussi sur le terrain pour essayer d'accompagner, pour accueillir, pour intégrer ces personnes qui choisissent de venir au Québec. Merci. Très intéressant. J'en ai une. Oui, allez-y. C'est le monsieur Jedwab, je crois. Je ne veux pas massacrer votre nom. Là. Je m'excuse Oui, si je allez-y. l'ai fait. Vous avez parlé du two-way street pour les immigrants qui arrivent au Canada et qui ont certaines attentes par rapport au pays qu'ils quittent et leur terre d'accueil. Et vous avez mentionné qu'ils ne retrouvent pas nécessairement, ils ne se reconnaissent pas dans la nouvelle société qu'ils intègrent. Puis je crois, en tout cas, si je quittais le Canada, disons que je m'en allais au Portugal, comme immigrante, j'aurais peut-être pas les mêmes attentes de retrouver une société aussi accueillante là-bas et qui va vouloir reconnaître mes droits, et etc. Fait que ce côté de votre... puis peut-être que je me trompe, là. Je vois votre visage en disant... Fait que je veux vous entendre un peu plus là-dessus. Oui. Non, ce que je voulais dire, je n'ai pas dit qu'ils ne se retrouvent pas dans la société. Ça se peut qu'ils ne se retrouvent pas dans la société, dépendant des mesures ou des lois ou autres qui sont adoptées par les gouvernements qui
peut parfois à l'air de les exclure. Mais je voulais simplement dire que l'immigration, c'est un processus. L'intégration, c'est un processus d'adaptation. Ce n'est pas nécessairement d'adaptation immédiate. Ça dépend de la caractéristique de l'immigrant et c'est pourquoi il faut reconnaître la diversité de ces caractéristiques dans le processus de l'intégration que j'ai dit n'est pas unidimensionnel. Alors tout ceci dire que c'est une adaptation, mais c'est aussi une adaptation pour la société d'accueil en termes de mieux comprendre les besoins de l'immigrant et en termes de voir comment mieux inclure l'immigrant tout en tenant compte de cette diversité que constitue l'immigration. Alors, c'était plutôt de ça que j'ai parlé. Et permettez-moi de faire une petite publicité pour une initiative de mon organisme qui s'appelle l'Indice canadien de mesure de l'intégration, ICMI, qu'on peut voir sur notre site web et qui démontre les écarts entre immigrants et non-immigrants dans 35 RMR à travers le Canada en termes de 4 dimensions. Alors, on voit l'écart en matière économique tout en tenant compte des caractéristiques sociodémographiques. Alors, on va mesurer ou comparer les pommes et les pommes, si on veut. Et je trouve ceci très intéressant pour votre comité en termes de voir un peu où l'intégration économique et d'autres autres dimensions de l'intégration fonctionnent mieux au Canada. Alors, justement, ceci est basé sur cette idée que c'est un two-way street. L'intégration et il faut voir où sont ces écarts en matière de, par exemple, revenus quand on prend l'immigrant avec les mêmes caractéristiques que le non-immigrant. Alors, je vous invite à regarder ça si vous avez la possibilité. Merci.